Moi, je me présente, c'est Virginie Baudin, ergothérapeute. Il y a Camilla qui est ma collègue. Je vais lui laisser le plaisir de se présenter. On va faire ça vite, vite parce que je sais qu'on a quand même beaucoup d'informations à vous livrer. En fait, j'ai fini en 2015 à l'université. J'ai travaillé pas mal tout mon parcours en douleur persistante. Donc, c'est sûr que la fibromyalgie, c'est quelque chose qui me préoccupe. Je travaille aussi en santé mentale, mais en fait, depuis la pandémie, on travaille pas mal moitié-moitié. Antérieurement, j'étais plus en santé physique. Là, je vous dirais que je fais pas mal moitié-moitié santé mentale et santé physique, douleur persistante, etc. Donc, je laisse Camilla expliquer son parcours. Bonjour à tous. En fait, moi, j'ai à peu près le même parcours que Virginie. Là, on a étudié en fait ensemble à la même université. On était dans la même cohorte, là, donc on a fini en même temps. On a aussi travaillé ensemble là, pendant 5 ans et demi. Là, donc, je vous dirais qu'on a un parcours assez similaire. Tu sais, en termes d'expérience de travail, là, les deux, c'est au niveau, comme Virginie a nommé, santé physique, là, santé mentale. Donc, on a quand même beaucoup travaillé avec des gens là, en douleur chronique. Puis, tu sais, les concepts qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est quand même des concepts qu'on enseigne régulièrement là, en ergothérapie, là, puis que ça soit plus pour, en fait, tu sais, gestion d'énergie et douleur, entre autres, là, c'est des choses aussi qui se ressemblent et qui se regroupent, là. Donc, je pense que ça va répondre peut-être à certaines questions ou certains besoins. On peut laisser aussi la parole à Fanny. Je ne sais pas si elle veut se présenter. Tu fermes ta clip. Ah, tu veux- Enchantée. Moi, c'est Fanny. Ok, non, ça fonctionne pas. Veux-tu le fermer puis on va faire ça? Excusez, on s'entendait en double. Moi, c'est Fanny. Enchantée. Je suis étudiante à la maîtrise en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke depuis 2021. Fait que ça va faire. Je vais terminer ma troisième année dans quelques semaines. Puis j'ai un parcours là, très typique que j'ai rien fait avant, secondaire, cégep et université. Ouais. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer la présentation que Fanny a bien voulu travailler dessus. Et on a essayé de faire ça quand même simple. On a beaucoup d'exemples qu'on pourrait aussi vous donner. Je sais qu'il y en a plusieurs qui venaient chercher des stratégies, des outils. À partir de la présentation que Fanny nous a montée, on a quand même plusieurs exemples. On a travaillé, entre autres, Camilla puis moi, avec en fait, des fois, c'est par hasard, là, mais avec des clientèles qui présentent la fibromyalgie. Mais bref, si on en a possiblement des exemples qui vont peut-être vous parler un peu là, au travers de la présentation. Donc, j'y vais. Puis, je veux juste rajouter aussi, là, tu sais, la présentation, il y a quand même certaines définitions et peut-être des choses qu'on va passer un petit peu plus rapidement là, pour que, tu sais, on pourra vous l'envoyer après, là, vous pourrez peut-être la consulter là, de votre côté. Là. Je pense pas on va s'éterniser non plus sur les définitions là, durant la présentation pour aller peut-être plus dans le concret, là, mais ça pourra être accessible là, après la présentation d'aujourd'hui, là, sans problème. Je pense que ça va être plus utile de cette façon au lieu qu'on vous lise des définitions. Hein. C'est Alors, pas bien, oui. c'est parti. Comme disait Camilla, on va parler peut-être quelques petites définitions, mais on va les passer quand même rapidement. On peut parler de la physiopathologie, juste pour bien comprendre, bien cerner, mais c'est pas là-dessus qu'on va passer le plus gros de notre temps. Les symptômes, les défis occupationnels. Tu sais, en fait, on parle d'occupation, toute activité qui meuble notre temps au quotidien. Donc, les défis qui sont associés à nos activités du quotidien, par exemple. La gestion de l'énergie, du stress, l'équilibre occupationnel, et puis d'autres interventions qui peuvent, des fois, par la bande, venir affecter notre équilibre ou notre énergie. Allons-y. Une petite définition. Bref, comme on disait, je ne vais pas nécessairement vous la lire, mais fibromyalgie, c'est une maladie chronique euh, qui cause des douleurs. Donc, bref, articulation, aux muscles, des fois des raideurs. Des fois, ça se présente sous forme de sensation de brûlure, d'engourdissement. Donc, voici cette définition de la fibromyalgie. Passons à la suite. Euh,
En fait, dans les données actuelles, là, ben, j'imagine que vous êtes confrontés à ça assez souvent, mais la fibromyalgie, malgré que, il y a des soupçons que peut-être que c'est relié à un trouble de sensibilité douloureuse au niveau du système nerveux central, bon, on n'en parle pas non plus ça beaucoup, mais la cause demeure encore toutefois inconnue. Donc, c'est ça au niveau, en tout cas, on va nommer ça vite, là, mais au niveau des fois des assurances, quand on dit, ah, je souffre de fibromyalgie, des fois, on est confronté à des gens qui connaissent un petit peu moins parce qu'il y a plus ou moins beaucoup de données probantes sur le sujet. Donc, euh, bref, ça l'amène des défis dans le quotidien. Euh, les principaux symptômes. Bon. On parle ici de douleurs, de troubles de sommeil, de fatigue, puis de troubles autres connexes comme des troubles cognitifs. Parce qu'on parle de troubles cognitifs, là, des fois, l'attention, la concentration, la mémoire, des troubles de l'humeur. Quand on parle de troubles de l'humeur, là, de l'anxiété, de la dépression, des fois, ça peut venir de pair avec tout ça. Puis, tu sais, en fait, des fois, tu sais, comme par exemple, mettons qu'on regarde ces titres-là, des fois, le trouble de sommeil vient un peu relié à la douleur, puis la douleur vient un peu affecter le sommeil. Donc, bref, il y en a plusieurs, puis c'est tout ça qui amène la fatigue. Fait que des fois, c'est un potluck un peu troublant. Mais bref, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça devienne, qu'on puisse se sentir qu'on a un certain contrôle aussi sur ce qui se passe dans notre vie à ces niveaux-là. Euh, alors, les défis occupationnels. Dans le fond, tu sais, on parle de rendement, mais on est dans une société où il faut toujours être efficace. Mais bref, selon cette définition-là, la diminution du rendement au niveau de la participation occupationnelle dans les soins personnels, les activités productives, puis les loisirs, les voyages et la conduite. C'est une des définitions, là, un des impacts qui pourrait être observé. Bon, mettons qu'on essaie de mettre ça dans d'autres mots pour que ce soit plus accessible. Quand on parle de soins personnels, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est quoi? Ça peut être se laver, ça peut être manger, s'alimenter, ça peut être s'habiller. Des fois, on a tellement de douleurs que même juste s'habiller, ça peut être un enjeu. Donc, ben, c'est sûr que les voyages, souvent, c'est un enjeu. Si on est capable de s'habiller, ben, c'est plus facile de voyager. Mais déjà, si on a de la difficulté à s'alimenter, à se préparer, le voyage, puis la conduite, ça peut être problématique. Puis, tu sais, bref. Des problèmes au niveau des relations sociales aussi, parce que des fois, considérant que la fibromyalgie, comme je disais tantôt, c'est pas toujours connu, même considérant que les données probantes n'en ont pas beaucoup d'informations, puis que c'est souvent un diagnostic qui est émis un peu par la bande. On a fait plein de tests, puis finalement, ils ne trouvent rien, puis finalement, ben, ça découle à être la fibromyalgie. Tu sais, ça a des fois engendré des problématiques au niveau des relations sociales, la vie familiale, des finances. Des fois, ça l'a amené aussi un arrêt de travail. Donc, bref, ça peut être des impacts qu'on voit. Euh, pour améliorer la qualité de vie. Tu sais, en fait, si on veut, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour gérer nos symptômes? Qu'est-ce qu'on a certains symptômes comme j'ai nommé précédemment. C'est sûr que l'énergie, c'est un enjeu. Donc, il faut essayer de trouver des moyens pour bien gérer notre énergie. Le stress vient aussi affecter les symptômes. Donc, la gestion du stress, ça peut aussi venir aider à équilibrer le tout. Quand on parle d'équilibre occupationnel, c'est avoir euh, autant, autant d'activités qui sont plaisantes, satisfaisantes, mais dans différentes sphères qui nous permettent d'avoir un certain équilibre. Plus tard, vous allez le voir, on va en discuter de toute façon. Donc, des bonnes habitudes de sommeil. Tu sais, en fait, le sommeil, ça impacte plusieurs sphères de notre vie, dont les douleurs. Donc, c'est sûr que ça vient avoir un impact. Donc, ça aussi, on va en reparler plus tard. L'activité physique et les loisirs, c'est des enjeux qui peuvent venir nous aider. Puis, il y a différentes modalités thérapeutiques là, et de techniques de respiration. Je suis sûre que vous en avez possiblement déjà entendu parler, mais on va vous en reparler. Donc, pour la suite.
Euh, En fait, il y a une ergothérapeute qui a fait un mémoire sur un projet de recherche de l'Université de Sherbrooke. Tu sais, en fait, elle présente le maintien d'une routine occupationnelle saine. Elle parle aussi des rôles. Tu sais, quand on parle des rôles, ça peut paraître très large, mais autant mon rôle de mère, mon rôle de grand-mère, d'arrière-grand-mère, en tout cas, je ne sais pas si on en a jusque-là, ou mon rôle d'enfant, de fille, ou tu sais, de compagne, de collègues, donc différents rôles qui peuvent être affectés aussi. Mais tu sais, dans le fond, le maintien d'une routine saine et une routine au niveau des rôles, l'application de différentes stratégies de gestion du temps et de l'énergie, ça facilite l'adaptation et la participation à des occupations. Donc, le fait d'avoir une saine routine, d'avoir le maintien des rôles, puis des stratégies de gestion du temps et de l'énergie, ça vient aider. Hein? C'est bon. Je vais laisser parler Fanny pour cette partie-là. Je vais commencer par vous parler de la gestion d'énergie, puisque comme Virginie a dit, la gestion de l'énergie, c'est un des principaux aspects qui aide à gérer les symptômes. Donc, avant de vous expliquer en profondeur c'est quoi la gestion de l'énergie, je vais faire une petite analogie avec un compte bancaire. Donc, on peut facilement les comparer, la gestion de l'énergie et le compte bancaire, puisqu'il y a des entrées, puis il y a des sorties. On préfère quand il y a des entrées dans notre compte bancaire, comme on préfère qu'il y ait de l'énergie qui rentre dans notre corps. C'est important de gérer notre énergie de façon constante et efficace en fonction de ce qu'on a besoin. Quand on a dépensé de l'énergie, il est important de planifier une entrée d'énergie pour maintenir un certain équilibre énergétique, puis pour vous permettre d'accomplir les activités qui restent à faire dans votre journée. Fait qu'il faut éviter de vider complètement notre réservoir d'énergie à en venir à un épuisement comme notre compte bancaire, parce qu'à ce point-là, récupérer va être beaucoup plus long et pénible, puis retrouver comme un équilibre énergétique. Fait que c'est un peu ça entre l'analogie entre un compte bancaire et gérer son énergie. En fait, je vais peut-être ajouter à ce moment-là, je sais qu'il y a plusieurs images des fois qui peuvent parler aux gens. Souvent, une image vaut mille mots. Le compte bancaire, ça en est un, mais on utilise beaucoup aussi l'analogie du cellulaire ces temps-ci. Tu sais, je ne sais pas si vous vivez la même chose, mais tu sais, quand le cellulaire, on arrive à 10%, on le recharge, ça va bien, mais tu sais, il réussit à récupérer tranquillement. Mais si on se rend à zéro, on est obligé de le rebrancher, ça prend un temps, ça roule, ça roule, ça roule. Donc, c'est sûr qu'il faut tout le temps se garder une certaine marge de manœuvre. C'est un des principes assez importants dans la gestion de l'énergie, c'est que quand on dépense de l'énergie, si on dépense l'entièreté de notre énergie, on se met dans le trouble. Si on dépense, mais qu'il nous reste encore un petit peu d'énergie à la fin, ça nous permet de récupérer plus rapidement. Donc, c'est un petit peu la même chose aussi. Comme je disais, une image vaut mille mots. On utilise aussi parfois l'analogie des lumières quand on conduit. Si on a une lumière verte, on roule à plein. Si on a une lumière jaune, on ralentit ce qui commande l'arrêt. Donc, à la lumière rouge, c'est sûr que là, on peut être dans le trou puis avoir un ticket. Donc, je vous laisse ces trois analogies-là. Celle qui vous parle le plus, vous pouvez la retenir. L'important, c'est de vous laisser une petite marge de manœuvre. Puis je sais que des fois, avec la fibromyalgie, la marge de manœuvre n'est pas tout le temps immense, mais c'est important quand même de n'avoir une. Puis je veux juste rajouter, moi aussi, là, par rapport à. Je vais renchérir sur ben, deux choses, en fait, deux des analogies. Là. Ben, tu sais, par rapport au compte bancaire, tu sais, on le sait tous que quand on a des dettes financières, ben, tu sais, des fois, plus on accumule une dette financière, ben, plus ça va être long à rembourser, ça peut prendre un certain temps, ça peut être long avant qu'on retrouve une certaine sécurité financière, tu sais, que ça soit bien à ce niveau-là. Fait que c'est un peu le même principe pour l'énergie. Puis pour la batterie, moi, j'aime bien rajouter aussi, là, bon, pour les personnes qui ont un iPhone ou qui comprennent à ce niveau-là, là, dans le fond, le iPhone, c'est qu'il y a tout le temps le niveau vert. Après ça, je pense que c'est à 20%, notre téléphone nous propose d'entrer comme en mode d'économie d'énergie. Fait qu'on peut mettre notre téléphone en économie d'énergie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai quand même encore d'énergie, mais il faut que je pense à l'économiser. Sinon, ben là, mon énergie va juste descendre plus rapidement, puis potentiellement, comme on disait, là, se ramasser au zéro, puis ça va être long, là, la récupération, la recharge et tout. Donc, je voulais juste faire ce petit ajout-là.
Donc, comme je vous ai dit, la gestion de l'énergie, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on va passer quand même beaucoup de temps dans la rencontre là-dessus. J'ai séparé la gestion de l'énergie en 7 catégories que je vais vous expliquer une par une. Je ne vais pas vous les lire là parce qu'on va repasser. Puis, on va essayer que ce ne soit pas trop cacophonique, mais ça se peut fortement que Camilla et Virginie vont donner, durant l'ensemble des principes de la gestion de l'énergie, beaucoup d'exemples parce que sont beaucoup plus habitués d'en parler que moi. Donc, le premier principe, c'est d'établir vos priorités. Donc, une des stratégies qui peut être faite, c'est de faire une liste des activités que vous avez à accomplir, puis décider quelles activités sont absolument nécessaires pour dépenser votre énergie pour ce qui est plus important. Par exemple, si vous êtes grand-maman, puis c'est très important pour vous de passer du temps avec vos petits-enfants, puis faire des activités avec eux, mais vous pouvez placer cette activité-là en haut de votre liste de priorités. Puis aussi, quand vous établissez vos activités en ordre de priorité, il est important de se faire des objectifs réalistes. Par exemple, avec vos petits-enfants, passer peut-être un week-end complet à faire des activités, c'est peut-être irréaliste versus passer une après-midi. Puis je vous invite à inscrire vos objectifs en SMART, comme on l'appelle à l'école. Il faut que ça soit spécifique, mesurable, accessible, réaliste et temporel. Donc, je vous ai donné un exemple en dessous. Aller marcher 10 minutes mardi au parc à côté de chez moi. Fait que ça, c'est un objectif qui est réaliste, mesurable, temporel, etc. Je ne sais pas si... Pourquoi c'est Oui. important? En fait, là, les objectifs un peu SMART, là, donc tu sais, précis, mesurable, accessible et tout, c'est que on va être mieux en mesure aussi d'évaluer si nos objectifs sont atteints. Puis, tu sais, on veut vivre des succès aussi, là. C'est quelque chose qu'en vivant des succès, ben, c'est quelque chose, entre autres, qui va faire du bien au moral, tu sais, qui a plusieurs bienfaits, puis qui peut nous encourager aussi à continuer à se fixer des objectifs, puis à viser là, une certaine activation. Là, donc, c'est un peu, entre autres, pour ça que c'est important. Là, versus si je dis aller marcher, tu sais, sans préciser de temps, sans préciser d'endroit ou quoi que ce soit, ben, ça va être plus difficile de dire, OK, ben là, aller marcher, bon, j'ai fait 2, 3 pas versus je suis allée marcher pendant 1 heure. Dans les deux cas, on pourrait considérer là, que l'objectif est atteint, mais c'est ça. Fait que d'avoir toutes ces tous ces éléments-là, là, quand on cible nos objectifs, ça nous aide plus à réévaluer puis à vivre des succès ou à l'inverse, si c'est un échec, ben, de peut-être pas répéter cet objectif-là puis de le réajuster, là. Donc, ensuite, le deuxième principe est de simplifier certaines activités. Donc, vous pouvez réaliser vos activités à un rythme plus agréable puisque diminuer la vitesse d'une activité permet de conserver un bon niveau d'énergie sur une plus longue période de temps. Si vous pouvez simplifier une activité, une façon de le faire, c'est de s'asseoir sur une activité. Ça nous permet d'économiser de l'énergie. Puis, j'ai donné un autre exemple dans une occupation qui est l'épicerie. Donc, il y a d'autres manières, des fois, d'effectuer des activités pour qu'elles soient plus faciles ou sinon éliminer ce qui n'est pas essentiel. Par exemple, faire l'épicerie, des fois, ça peut être très énergivore de se déplacer, pousser un panier, prendre les aliments, etc. Donc, vous pourriez la faire livrer à domicile, par exemple, pour faire un petit parallèle avec le principe 1 qui est de faire une priorité. Si vous préférez passer du temps avec vos petits-enfants, mais des fois faire livrer l'épicerie, vous économisez de l'énergie, ça va vous permettre de passer plus de temps avec vos petits-enfants. En fait, tu sais, je vois cet objectif-là, ben, ce point-là comme un point où, tu sais, toute tâche qu'on a priorisée, parce que c'est important, tu sais, de choisir ce qu'on a envie, où est-ce qu'on a envie de mettre notre énergie, comme on a dit au point précédent. Mais une fois qu'on a priorisé une activité, c'est de savoir, tu sais, comment est-ce qu'on peut y arriver. Tu sais, mettons, je me dis, OK, j'ai été invitée à un potluck. Je sais pas si vous connaissez, là, mais un endroit où est-ce que tout le monde, tu sais, avec des amis, où est-ce que tout le monde amène son plat. Est-ce que je suis dans l'obligation de faire mon plat? Rien ne le dit. Je pourrais décider de l'acheter. Mais si je tiens absolument à faire mon plat, est-ce que je suis obligée de le faire juste avant?
peut-être pas. Fait que, tu sais, pour simplifier, ça pourrait être que, par exemple, une semaine avant, je cuisine un repas. Puis si même ça, je peux le décortiquer, ben, idéalement, je pourrais le décortiquer aussi. Je le congèle, puis la veille du potluck, je le décongèle, puis je peux participer. Parce que des fois, il y en a que les activités sociales, ça peut aussi être un élément énergivore. Donc, des fois, le fait de préparer juste avant, on dépense toute notre énergie, on arrive au potluck, là, on est déjà brûlé. Fait que, tu sais, je donne ce petit exemple-là, là, mais toute activité, si on est capable de les simplifier, de les étaler, si c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, il y a moyen de voir de quelle manière est-ce que je peux y arriver. Donc, le troisième élément, c'est d'utiliser l'équipement ou l'espace approprié pour diminuer l'exigence d'une tâche. Il y en avait énormément. J'ai donné quelques exemples pour essayer que chaque personne puisse se reconnaître là-dedans. Mais dans le fond, c'est d'utiliser des instruments qui peuvent faciliter l'accomplissement d'une tâche. Donc, par exemple, Virginie vient de parler de faire un repas. Donc, des fois, utiliser des outils électroniques plutôt que manuel, ça peut permettre d'économiser de l'énergie. Par exemple, vous voulez faire un gâteau, puis vous voulez faire une meringue, à place d'utiliser un fouet à main, ben, utilisez un fouet électrique. Il y a plein d'instruments comme ça qui permettent d'économiser de l'énergie. Utiliser un aspirateur à la place d'un balai, utiliser une brosse à long manche pour laver le bain au lieu de devoir aller dans le bain, se pencher, etc. Puis, au niveau de l'espace, ça peut paraître vraiment anodin, mais ça permet à la longue d'économiser de l'énergie. Par exemple, s'assurer que les objets qui sont utilisés régulièrement sont accessibles, s'assurer de les mettre à une hauteur, par exemple au niveau du comptoir, à place que ce soit dans des étagères au fin fond du garage, éviter d'empiler des objets. Si vous voulez prendre le chaudron du bas, puis là, vous devez tout sortir les chaudrons. Des fois, ça peut demander beaucoup plus d'énergie. Rassembler tous les articles avant de commencer une tâche. Si vous voulez faire encore avec l'exemple de la cuisine, faire un gâteau, une meringue, ben, s'assurer de sortir tous les ingrédients, les mettre près de vous avant de commencer la recette au lieu de s'asseoir, commencer, se relever, aller chercher partout à la maison. Donc ça peut permettre également de gérer notre énergie. Ça peut passer par différentes choses, mais tu sais, je sais pas s'il y en a qui travaillent à domicile, qui travaillent, tu sais, le chariot, là, ça parle pour un, tu sais, on entend, OK, peut-être pour un emploi physique ou peut-être juste un chariot à l'épicerie. Tu sais, des fois, transporter 1000 aliments dans les bras, puis un chariot, c'est quand même, des fois, on y va pour un poulet, puis on revient avec 300 $ d'épicerie. Mais, donc, bref, d'avoir les équipements nécessaires. Mais aussi, ça peut être aussi simple que même juste un poste informatique. Tu sais, ça a l'air de rien, mais euh, le poids des bras, c'est quand même lourd. Fait que, tu sais, si on a une chaise inadaptée, ben, le fait qu'on doit soutenir le poids de nos bras toute la journée à écrire à l'ordinateur, ben, ça peut être quelque chose qui est énergivore. Fait que toute source d'économie d'énergie, on veut aller la chercher. Euh, c'est pour ça que Fanny elle disait, dans l'environnement en général, tu sais, les instruments de mon quotidien devraient être faciles d'accès. Donc, si moi, je donne l'exemple, mon chum, il fait 6 pieds 3. Donc, si, admettons, lui, il utilise tout le temps des verres qui ressemblent à des pots à fleurs. Donc, c'est sûr que ces verres-là sont immenses, ils prennent toute l'armoire. Fait que là, ben, on lui a libéré un espace à une hauteur que lui, c'est accessible. Moi, c'est inaccessible, mais je fais 5 et 1, donc on s'entend. J'ai pas besoin d'avoir accès à ces verres-là. Donc, tu sais, trouver un endroit où est-ce que les choses sont accessibles pour vous, qui font dépenser moins d'énergie, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher un marchepied, un escabeau ou quoi que ce soit pour le quotidien devrait être simple, donc l'environnement devrait être le plus simple possible et facile d'accès. Ensuite, un autre point, c'est de déléguer ou de partager les tâches. Donc, vous vous rappelez, le premier point, c'était de prioriser en ordre d'importance les activités. Ben, des fois, on réalise que ceux qui sont au bas de la liste, ben, pour qu'ils soient faits, des fois, ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un pour nous aider. Donc, diviser les tâches selon le niveau de difficulté, puis ceux qui sont trop exigeants, ceux que vous trouvez moins prioritaires avec votre partenaire, fils, fille, peu importe. Des fois, juste leur expliquer à nos proches
voici mes limites, voici mes capacités, j'aurais besoin d'aide. Puis de prendre l'aide qui nous est offerte. Je sais que ça peut être difficile, mais il faut réaliser qu'on ne peut pas nécessairement tout faire comme avant. Donc, c'est important de prendre de l'aide pour être en mesure de faire les activités qu'on trouve prioritaires. Puis je rajouterais à ça, là, parce que bon, pour certaines personnes peuvent dire ben c'est bien beau, mais moi je vis seule ou j'ai pas accès à ce type d'aide-là. Mais des fois, c'est d'aller voir s'il y a des ressources qui peuvent nous aider aussi. Tu sais, selon notre réalité financière, des fois, on peut se dire ben OK, on va y aller avec une femme de ménage, ça va me permettre d'avoir plus d'énergie pour faire d'autres choses, pour des activités qui sont peut-être un peu plus signifiantes et tout, là. Fait que ça peut être ça. Il y a des ressources, là, je sais pas, au niveau de l'association de la fibromyalgie aussi, c'est des choses qui ont en main ou qui peuvent vous fournir, là, mais des fois, ça peut être ça aussi, là, des ressources qu'on appelle un peu plus externes, là, parce que c'est sûr que des fois, là, si on vit seul, ça peut être un peu plus difficile de déléguer à certaines personnes. Et puis, en fait, ce que je trouve intéressant aussi dans ce qui a été dit juste précédemment, c'est, tu sais, en fait, mettons que je reviens au point, la priorisation des tâches. Je nous ramène à ça parce qu'on dirait que ça vient nous ramener le partage des tâches déléguées puis tout ça. En fait, c'est quand on priorise nos tâches, il y a les tâches, vous avez sûrement déjà entendu parler, important, urgent, important, non urgent, non important, urgent, puis non important, non urgent. Euh, Tu sais, en fait, dans les tâches qu'on a à faire ou qu'on aimerait pouvoir faire, il y a aussi des tâches qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais que, en fait, on nous l'a demandé, mais qu'on a de la difficulté à refuser, à dire non, de mettre ses limites, ça va un peu là-dedans aussi. Tu sais, quand on dit le partage des tâches puis déléguer, si, admettons, je me fais proposer quelque chose, puis finalement, mais ça serait plus approprié, fait par quelqu'un d'autre, ou en fait, je me sens pas l'énergie de le faire, le fait de déléguer, ça vient aider. Et je vais essayer de trouver une idée, une image. Mais, OK, moi, ça m'arrive souvent, je fais de la couture. Tu sais, vous le savez, celles qui font de la couture. Ah, toi, tu fais de la couture. Aurais-tu envie de me faire mon bord de pantalon? J'en aurais besoin pour dans 2 semaines, j'ai une sortie. Ou, ah, mon zip de manteau a brisé. Voudrais-tu me changer mon zip de manteau? OK, je fais de la couture, mais j'aime pas ça, faire des bords de pantalon puis changer des zips de manteau. Puis, tu sais, admettons que je me transpose dans, j'ai une douleur persistante. En plus, j'aime pas ça. Ben, c'est sûr que si on a de la difficulté à mettre nos limites, ça fait en sorte qu'on dépense de l'énergie inutilement dans quelque chose qu'on n'a pas en plus envie de faire. Fait que le fait de faire quelque chose qui nous plaît, ça nous fait dépenser de l'énergie. Puis des fois, ça nous ressource un peu. Mais faire quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de faire, puis qu'en plus, on n'a pas l'énergie, puis qu'on a des douleurs, on dirait que ça amplifie le fait de ne pas avoir l'énergie, puis de vivre dans ces douleurs-là. Fait que là, on le fait malgré tout. Puis, donc, bref, apprendre à déléguer, c'est pas facile. Apprendre à dire non, c'est pas facile, mais des fois, c'est vraiment ça qui va nous épargner. Puis des fois, c'est quelque chose qui s'apprend sur plusieurs années. On apprend, on le fait un petit peu, puis après coup, ben, on finit par... J'ai encore de la misère à dire non pour faire des barres de pantalon, je vous le dis, mais je me sens déjà moins pas à l'aise de le faire, donc bref. Fait que c'est important d'apprendre à déléguer. Ensuite, ça, c'est un point que je trouve particulièrement très important, qui est de planifier vos activités dans un agenda. Donc, c'est très important d'équilibrer votre emploi du temps, aussi bien au niveau des journées qu'au niveau de la semaine. Donc, séparer les activités en plusieurs parties. Je vais en parler un petit peu plus tard. Alterner les activités entre les activités qui demandent peu d'énergie et celles qui demandent beaucoup d'énergie. Faire les activités qui demandent beaucoup d'énergie au moment où vous avez le plus d'énergie. Souvent, c'est en matinée, mais ça dépend de plusieurs. Ça dépend des personnes. Puis s'assurer d'avoir des périodes de repos, autant entre les activités qu'au sein d'une même activité. Puis garder du temps pour les imprévus et les loisirs dans votre agenda. Donc, je sais que ça fait beaucoup de points, mais je vais en expliquer un petit peu en bas. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Ouais. En fait, j'aurais peut-être un petit exemple. En fait, cuisiner des muffins.
Par exemple. Tu sais, est-ce qu'on est obligé de le faire tout d'un coup? Un peu comme, je sais pas pourquoi je parle tout le temps de nourriture, hein. C'est peut-être parce qu'on s'en vient à l'heure du souper, mais bref, cuisiner des muffins, ça pourrait être, on le sépare dans le temps. OK, mais là, j'ai un élan de motivation, je sors mes ingrédients, mais des fois, les muffins, il faut sortir la farine, il faut sortir, mettons, 12 ingrédients, 15 ingrédients. Donc, bref, je les sors. Après coup, OK, je me sens plus épuisée. Mais regarde, est-ce que je suis obligée de les faire tout de suite? Pas nécessairement. Moi, mon chum, il sait que des fois, je sors des trucs sur l'îlot, j'ai bien collé dans un petit coin, puis ça veut dire que peut-être que demain ou après-demain, je vais cuisiner mes muffins. Mais là, en fait, je vais l'avoir séparé en deux temps pour être sûre d'avoir assez d'énergie. Peut-être que je me serais brûlée, tu sais, j'aurais vidé mon compte en banque d'énergie en faisant, je sors les ingrédients, je le fais, je le cuisine, je le sors, je le range, parce que, tu sais, faut pas négliger tous les aspects d'une même activité. Sortir les ingrédients, préparer, brasser, tout mettre ensemble, et puis après ça, le cuire, attendre, surveiller, les sortir, puis re-ranger tout le matériel. C'est pas juste, je brasse, je cuis. Il y a tous les autres éléments qui viennent avec. Donc, bref, tout peut être décortiqué. Donc voilà. Je vais faire du pouce sur tout ce qu'elle a dit. C'est un Canva que vous allez pouvoir utiliser. Donc, c'est simple, c'est nommer les activités que vous avez à faire, par exemple, durant la journée, la semaine, peu importe. Puis, séparer ces activités-là en étapes. Parce que, comme Virginie vient de le dire, pour maintenir un niveau d'énergie, c'est recommandé de diviser nos activités en étapes. Par exemple, parce que là, c'est le temps, on en parle, tout le monde en parle. Le grand ménage du printemps arrive. Euh, Premièrement, le grand ménage du printemps, ça peut être vu comme une activité, mais on peut séparer le grand ménage du printemps en deux sous-catégories, qui est ben, les tâches intérieures puis les tâches extérieures. Puis ensuite de ça, chaque activité peut être, elle, à son tour, fractionnée en d'autres étapes. Par exemple, laver des fenêtres, ça peut être laver les fenêtres au niveau de l'intérieur de la maison, mais ça peut être à l'extérieur de la maison. Puis quand on fait les fenêtres à l'intérieur de la maison, on n'est pas obligé de tout faire les fenêtres de l'intérieur de la maison. On peut commencer seulement par les fenêtres du salon, puis un autre jour passer vers les fenêtres de la salle de bain, et ainsi de suite. Puis ça va être intéressant aussi là, tu sais, de diviser les activités en étapes. En fait, ça l'est, tu sais, pour les activités complexes ou plus longues, là, tu sais, comme le grand ménage du printemps, c'est une bonne idée, mais aussi pour, tu sais, des activités nouvelles ou qu'on a moins l'habitude de faire, des fois, on se lance un peu dans l'action sans trop savoir ce qu'on fait, un peu comme une poule pas de tête, puis là, on est comme, ah, j'ai tout ça à faire, mais ça fait en sorte que ça peut faire des dépenses là, d'énergie un petit peu inutiles aussi, versus si on prend le temps de dire, bon, je m'arrête, comment je vais faire ça, d'écrire un peu les étapes, puis même des fois de décortiquer. Tu sais, une étape peut être très simple, là, comme tu sais, sortir les ingrédients ou des choses comme ça nous permet aussi, ça peut avoir un peu le même. On peut utiliser ça aussi un peu comme la checklist. Là, fait que, tu sais, si c'est vraiment décortiqué, ben, on va arriver à cocher peut-être plus rapidement des étapes que si sur ma checklist, c'est écrit faire le ménage du printemps, mais ça se peut que ça me prenne une couple de semaines avant de dire que c'est fait, là. Donc, les étapes peuvent permettre aussi d'avancer dans la réalisation de l'activité puis de voir que finalement, on progresse. Là, c'est ça. C'est que ça peut être aidant pour ça aussi. Là. Oui, puis en fait, je trouve ça important dans ce que Camilla a dit. euh, les petites victoires, c'est important. Tu sais, en fait, quand on vit avec des douleurs tout le temps, puis qu'on a une énergie qui est pas optimale selon notre perception, mais tu sais, de vivre des petits succès, c'est ça qui est important. Tu sais. Puis, on accumule les petits succès. Tu sais, quand on vise quelque chose qui est trop intense, la montagne du ménage de printemps, ça peut paraître intense, là. Puis même juste, mettons juste les fenêtres, là, je trouve ça que c'est quand même gros, là, puis je vis pas nécessairement avec des douleurs persistantes. Donc, tu sais, quand on vise quelque chose de vraiment immense, ben, puis qu'on peut pas le cocher, c'est fait, ben, c'est quand même difficile. Fait que le fait de faire, OK, j'ai réussi telle chambre, je suis satisfaite, yes, ben, festoyons, ben, festoyons, mais, tu sais, il faut s'encourager dans les petits succès, là. OK, donc je vais aller super rapidement parce que le temps file. Mais ça, c'est juste un autre exemple de Canva, puisque tantôt j'ai dit dans une même journée, s'assurer d'équilibrer les activités plus énergivores puis ceux qui le sont moins. Donc, c'est une façon de faire, de juste nommer les activités. Par exemple, ici, le 1, c'est préparer un repas.
euh, euh, avoir une conversation, remplir des documents, etc. Puis les classer au niveau de 1 à 5 au niveau de la fatigue. Donc, aucune fatigue, fatigue légère, etc. Ça va vous permettre, dans votre journée, de pouvoir équilibrer vos activités. Dans la fatigue, là, on met toute fatigue confondue, là, autant la fatigue physique quand on travaille physiquement, mais tu sais, aussi la fatigue cognitive, là. Là, on vient de passer la période des impôts, là, mais sortir toute la documentation, chercher la documentation, des fois, ça nous fait dépenser aussi de l'énergie. Donc, moi, je peux vous dire que ma salle de couture était remplie de documents il n'y a pas si longtemps. Ben, écoute, je suis quand même fait ça il y a une couple de semaines, mais bref, puis j'ai laissé sur place, j'ai fait d'autres choses, je suis revenue, j'ai continué, j'ai fait d'autres choses, je suis revenue, j'ai continué. Donc, bref, même tu sais, tout type de fatigue, ça rentre en ligne de compte, là. Je voulais juste faire un petit ajout aussi. En fait, tu sais, en termes de, tu sais, de gestion d'énergie, de douleur, tu sais, un principe clé ou un message clé qu'on peut retenir, c'est de respecter ses limites. Mais tu sais, pour respecter nos limites, il faut quand même les connaître. Donc ça, c'est peut-être le genre de canevas qui peut nous aider à, tu sais, avant de m'arrêter à me dire, est-ce que ça me fatigue? Est-ce que c'est aucune fatigue, fatigue légère, modérée? Ben, tu sais, de prendre le temps de le faire, ça peut dire, OK, ben finalement, ça me fatigue plus que je pensais, ou ça peut aider justement à apprendre à mieux connaître nos symptômes, donc nos limites. Ça va être plus facile de les respecter là, à ce moment-là, là, si on les connaît mieux. Donc, comme j'ai dit précédemment, je vous ai dit que c'est important de prendre des périodes de repos dans une même activité, puis également entre les activités. Donc, je vais brièvement dire les bienfaits. Donc, une période de repos, ça permet de prévenir la fatigue, l'épuisement, de récupérer, de s'assurer de faire plus d'activités en général, surtout des activités plaisantes. Ça permet d'atténuer les signes de fatigue, de douleur, puis d'observer des changements positifs au niveau du fonctionnement général. Ensuite, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que je peux faire pendant mes périodes de repos? Donc, voici quelques exemples d'activités en guillemets, que vous pouvez faire pendant une période de repos. Donc, durant une activité, si vous décidez de prendre une pause, donc vous pouvez vous étirer, changer de position, prendre des respirations profondes. On va en reparler un petit peu plus tard. Faire une courte marche. Puis, entre deux activités, vous pouvez faire de la relaxation, prendre un bain chaud, faire une sieste, faire une activité qui est relaxante comme la lecture, regarder la télévision, prendre l'air dehors. Il y en a plein, 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 mais j'ai juste donné quelques exemples. Puis juste pour tu sais, préciser, le micropause, tu sais, c'est pas très long, là. Ça peut être quelques secondes, tu sais, 1 minute, c'est quelque chose qui se fait quand même assez rapidement, mais des fois qui peut nous permettre de gérer nos symptômes là, pour éviter que ça augmente en flèche puis qu'on perde un peu le contrôle, là. Donc, c'est d'où le terme micropause, là, c'est quand même quelque chose c'est ça, une courte, très courte. Donc, réévaluer votre horaire. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est important de se faire une horaire pour une même journée, mais aussi pour une semaine. Mais c'est aussi important de la réévaluer. Euh, de réévaluer ce que vous avez prévu dans une journée en fonction de votre niveau d'énergie, votre fatigue, peu importe votre douleur, tout ce qui se passe dans une même journée. C'est important de réévaluer votre horaire. Puis, soyez attentif aux différents signes de douleur, de fatigue qui peuvent être présents durant une journée. Puis, au besoin, ben, réorganiser votre horaire en fonction du niveau d'énergie que vous avez de disponible durant cette journée. En fait, comme on disait dans l'exemple tantôt, aller marcher 10 minutes au parc tout près, peut-être que ça va être aller marcher 2 minutes, puis peut-être que mon énergie est meilleure, ça va peut-être être aller marcher 15 minutes. Mais tu sais, c'est toujours à aller réévaluer. Puis peut-être que la marche va être lundi ou mercredi parce que mon énergie était meilleure, tu sais. Mais c'est ça. Fait que c'est important de regarder ça. Puis autre chose pour évaluer nos signes, là, je nomme un autre exemple. Mettons la lecture. Tu sais, mettons, on lit, ça va bien, ça va bien. Tu sais, des fois, avec la fibromyalgie, il y a les éléments de cognitif, d'attention puis de concentration. Donc, bref, le fait de rester longtemps sur un livre, ça peut peut-être être un enjeu. Fait que, tu sais, quand on dit rester, des fois, on y pense pas tout le temps, puis c'est peut-être mieux de même de pas tout le temps penser à nos signes. Mais si, admettons, je suis en train de lire un livre, ça va bien, puis là, dans la dernière page, je l'ai relu,
2 fois, 3 fois, la page d'après, 5 fois, 10 fois. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se passe, tu sais. Ça nous sonne une cloche. Peut-être que je suis due pour une pause, même la lecture. Tu sais, c'est pas obligé d'être, comme je vous disais tantôt, c'est pas obligé d'être quelque chose de physique, ça peut être aussi quelque chose de d'activité cognitive. Et puis, le dernier point de la gestion d'énergie, c'est prendre conscience de sa posture et des mouvements pendant qu'on fait une activité. Donc, respectez vos limites physiques lorsque vous bougez. Pas rester trop longtemps dans la même position, même si c'est assis, levez-vous souvent, etc. Alterner assis, debout, c'est la meilleure position. Puis, voici un exemple de posture à adopter. Par exemple, lorsqu'on lève une boîte au sol, une charge, s'assurer de répartir la charge, positionner vos pieds au niveau de la largeur des épaules, garder votre dos droit, fléchir les genoux quand vous penchez, puis porter les objets près du corps. C'est toutes des tactiques qui permettent d'avoir une position appropriée. Puis, qui permettent d'économiser de l'énergie. En fait, ça m'amène le point. On aurait peut-être dû vous le nommer directement au départ de la présentation, mais pas de gêne, hein? J'en vois qui bougent. Si vous avez besoin de vous lever, si vous avez besoin de vous asseoir, si vous voulez être assis sur un ballon, si vous êtes assis sur une chaise versante, c'est important. J'en vois une aussi qui a un coussin autour du cou pour le confort, j'imagine. On le comprend tout à fait, c'est important, puis c'est même, tu sais, c'est même très important de s'écouter puis d'aller chercher un confort dans le quotidien. Donc, la posture, peu importe si c'est en position assise, debout, avec une charge, pas de charge, euh, assurez-vous d'un bon confort, là. Puis en ergothérapie, on est habitué, ça m'arrive de faire des évaluations à moitié debout, à moitié assise, à moitié sur une balle à terre, tout ce que vous voulez. Donc, bref, la position qui est le plus confortable pour vous, puis dans le quotidien aussi, c'est important. Euh, En fait, le cycle de stress et de douleur aussi, c'est associé. Fait que je sais que des fois, la maladie, ça nous amène à des stresseurs. Tu sais, tantôt, on parlait des différents rôles qui peuvent être affectés, comme le rôle de travailleur, les rôles familiaux, parentaux, ou des fois, c'est autre. Tu sais, différents stresseurs peuvent amener des problématiques. Donc, ça amène une production d'hormones du stress qui amène une réaction du corps, une réaction physiologique, mais aussi une réaction, ça peut être aussi une réaction affective. Tu sais, je me sens pas bien, je me sens tu sais, aussi De en- peur, de peur, d'urgence, etc. exactement. Donc, bref, tout ça, ça peut faire augmenter la douleur. Puis la douleur, ça vient jouer sur le stress parce que je suis plus en douleur, donc là, je suis plus stressée parce que je peux moins m'impliquer dans tel type d'activité, par exemple, ce qui amène, c'est une espèce de cercle vicieux. Donc, tu sais, si on réussit à diminuer le stress, des fois, ça a un impact sur la douleur. Puis si on réussit à diminuer la douleur, des fois, ça a un impact sur le stress. Fait que, tu sais, oui, c'est un cercle vicieux désagréable, mais si on réussit à se sentir plus en contrôle dans la gestion de son stress ou dans la gestion de ses douleurs, ça peut venir amener un impact l'un sur l'autre. Euh, En fait, pour gérer le stress, c'est important d'être actif. Je sais qu'avec la fibromyalgie, des fois, ça peut être un enjeu parce que des fois, le fait de présenter des douleurs fait en sorte que je peux pas faire peut-être toutes les activités que j'aimerais faire. Euh, j'ai une cliente qui faisait un sport de compétition, qui maintenant fait plus nécessairement son sport de compétition, mais qui l'a adapté puis qui le fait qui quand même réussit à pratiquer son sport. Des fois, ça peut être la marche, des fois, ça peut être du paddleboard, ça peut être... il y a tellement d'activités qu'on peut faire. C'est juste de trouver quelle activité qui est adaptée à mon niveau d'énergie et à mes douleurs. Puis, il existe des professionnels de la santé pour ça aussi, là, des kinésiologues, par exemple, qui peuvent vous aider à trouver une activité sportive qui pourrait adonner avec votre fonction, avec vos douleurs et tout. Ce qui est important, c'est de demeurer actif parce que euh, du moment qu'on arrête de bouger, on déconditionne. Si on déconditionne, on peut avoir des contractures musculaires. En fait, souvent avec la fibromyalgie, on a des raideurs, donc ça peut exacerber les raideurs. Donc, continuer à tu sais, faire des étirements doux, des exercices doux, de l'activité physique à juste dose. C'est ça qui est le plus important, en fait. À juste dose, si vous avez quelque chose à retenir, ça serait ça, là. Mais de rester actif. Puis,
En fait, il y a aussi d'apprendre à respirer. La respiration abdominale, ça permet de créer l'équilibre d'harmonie dans le corps, comme ce qui est indiqué, mais en fait, ça permet aussi de diminuer les tensions musculaires. Puis, tu sais, en fait, souvent, quand on est stressé, on respire plus des épaules, du cou, c'est des muscles accessoires à la respiration, donc ça amène encore plus de raideur dans ce coin-là. Donc, on veut essayer de prendre du temps de respirer au niveau du ventre pour relâcher un petit peu cette zone-là qui est surutilisée, puis aller relâcher un petit peu les raideurs. Juste une petite intervention là, par souci de gestion du temps, Virginie, je t'invite à peut-être accélérer ou aller un petit peu plus, plus vite. Là, on a un petit peu de la jasette, là, Virginie et moi, donc des fois, c'est difficile de se ramener à l'ordre, mais là, j'ai le souci qu'on ait aussi du temps pour des questions, donc voilà. C'est bon. Dans la gestion du stress aussi, avoir une bonne hygiène de vie en général, ça l'aide à ressentir moins de stress. Donc, une saine alimentation, une saine hydratation, ça peut venir aider, limiter la consommation de caféine, d'alcool, éviter le tabac, entretenir des bonnes relations sociales, les techniques de respiration, vous pouvez en faire aussi. Donc, l'hygiène de vie en général, quand ça va bien, le stress souvent c'est tout ce qui est les facteurs qui vont exacerber le stress, si on les diminue, ça peut aider. Donc, l'équilibre occupationnel. Je te laisse la parole, Camilla. Bon, donc, je ne m'attendrai pas trop dans la définition. Là. Dans le fond, tu sais, j'aime bien l'équilibre temporel entre le travail, les loisirs, le repos et le sommeil dans la vie humaine. Là. Je pense que ça décrit quand même bien ce que c'est l'équilibre occupationnel. Tu sais, il faut savoir aussi que l'équilibre, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chaque personne. Là. Donc, moi, par exemple, je peux me plaire à travailler un nombre X d'heures par semaine versus quelqu'un peut dire, ben moi, je trouve que c'est trop de travail, pas assez de temps pour les loisirs. C'est vraiment propre à chaque personne. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment la perception là, par une personne d'un juste et satisfaisant agencement en toutes les activités humaines. Là. Fait qu'en quantité et diversité. Dans le fond, ben, c'est ça. Comme je disais, l'équilibre, c'est un peu propre à chaque personne. Il y a une petite métaphore qu'on peut faire avec un bateau. Là. Donc, chacun se doit d'équilibrer là, son bateau pour qu'il reste à flot. Donc, tu sais, on va essayer on veut pas chavirer là, quand on est en bateau, donc on va essayer de faire en sorte de stabiliser le tout là, en équilibrant un peu notre quotidien pour justement éviter de chavirer. Mais c'est sûr que ça, faut pas s'attendre à ce que ça soit toujours une mer calme non plus. Là. Il peut y avoir certains moments où c'est un peu plus difficile de maintenir l'équilibre. Là. Par exemple, si on est en douleur vraiment plus aiguë ou douleur plus intense qu'à l'habitude, ça peut compliquer un petit peu. Donc, au niveau d'adopter des bonnes habitudes de sommeil, bon, on veut là, vraiment conditionner notre cerveau au sommeil. Là. Fait que c'est sûr que d'avoir, par exemple, une routine, d'avoir un peu toujours la même routine avant d'aller dormir. Donc, se laver le visage, se brosser les dents, ça envoie un peu là, des signaux au cerveau comme quoi là, la prochaine étape, ça va être d'aller dormir. Là. Donc, ça peut aider à ce niveau-là. En ayant aussi une routine de sommeil, là, c'est quand même bien pour tout ce qui est conditionnement. Oui, c'est ça. Donc, on va aussi, là, dans le fond, le garder. On essaie de conserver la chambre plus pour tout ce qui est dormir et les activités sexuelles, pour pas que notre cerveau fasse des mauvaises associations de ah, ben, si je lis dans mon lit, par exemple, ben, ah, je peux être dans mon lit et être réveillée, là, ce qu'on veut vraiment pas. Idéalement, là, que ça soit une association que le cerveau fasse. On va aussi essayer d'attendre d'avoir le sommeil avant d'aller se coucher. Encore là pour éviter le plus possible d'être réveillé dans son lit, que le cerveau là, fasse cette mauvaise association-là aussi. Donc, établir un rituel, une routine de sommeil, là, autant dans le fond au niveau des heures de lever, de coucher qui sont plus stables, ce qu'on fait aussi avant d'aller dormir, là, par exemple des activités, entre autres, qui vont être plus relaxantes, là, ben, ça peut être bien de cibler une activité avant d'aller dormir dans la routine là, près de dos pour aider à s'endormir puis pour conditionner le cerveau. Puis on va essayer de limiter aussi le temps qu'on va passer au lit là, quand on ne dort pas. Donc, après, là, même en plein milieu de la nuit, après normalement 15 à 20 minutes, je pense que c'est recommandé là, de se lever. C'est sûr que là, on ne va pas commencer à aller partir une brassée de lavage puis
aller faire du gros ménage, là, mais on peut se lever pour aller faire quelque chose qui est quand même relaxant, puis essayer d'aller trouver le sommeil à nouveau. Donc, régulariser, c'est pas un mot facile, là, le cycle éveil-sommeil, donc avoir un horaire régulier, idéalement, là, même la fin de semaine pour euh, c'est ça, pour vraiment là, maintenir une routine à ce niveau-là. Et limiter là, la durée des siestes à 20 à 30 minutes. Là. C'est sûr que si on fait des siestes trop longues, ben, souvent, c'est là où ça va vraiment venir affecter là, le cycle éveil-sommeil. Ça va faire en sorte que notre sommeil la nuit ne sera peut-être pas la même qualité. Ça va être plus long de s'endormir. Puis ça peut vraiment venir tout un peu dérégler là, notre horaire de sommeil. Donc, il faut faire attention aux siestes trop longues. De rendre son environnement propice au sommeil, donc une pièce sombre et calme, là, donc le plus possible, là, vraiment, là, tu sais, d'avoir des rideaux opaques là, qui fait en sorte que c'est vraiment noir dans notre chambre. Il y en a qui vont utiliser là, je pense que c'est des loups que ça s'appelle, ou je connais pas le terme exact. Ça peut aussi aider à ce que ça soit encore plus sombre. Matelas et oreiller de bonne qualité. Encore là, ça, c'est comme quand même propre à chaque personne aussi, là, selon notre confort. Il y a des gens qui vont préférer des matelas un peu plus fermes, d'autres un peu plus mous. Fait que, tu sais, c'est quand même à ce niveau-là important aussi là, de prendre le temps des fois de magasiner son matelas là, pour qu'il nous convienne bien. Température entre 19-20 degrés, donc c'est ce qui ressort comme étant la température favorable au sommeil. Puis des fois, de tourner le réveil matin là, face au mur pour éviter de regarder constamment l'heure, puis de dire, des fois, ça entraîne certaines aussi frustrations au fait de ne pas dormir et d'être constamment voir l'heure, là. Donc, ça peut être une stratégie qui peut être utilisée là, également. Donc, doser l'exercice physique et la relaxation. Donc, c'est sûr que de pratiquer périodiquement de l'exercice physique, là, ben, souvent, ça va aider à se sentir plus fatigué au moment du coucher. Il faut savoir, dans le fond, le sommeil, là, sa principale fonction, c'est un peu tout ce qui est récupération, un peu un reset, là, si je peux dire un terme un peu plus anglais. Fait, il faut, pour avoir besoin de cette récupération-là, il faut quand même aussi avoir fait peut-être certaines dépenses d'énergie, puis que le corps sente le besoin aussi de récupérer et de dormir. Donc, ça peut aider à ce niveau-là. Par contre, c'est sûr qu'on va éviter là, le sport avant là, 2 heures avant d'aller dormir, là, parce que bon, ça augmente circulation sanguine, fréquence cardiaque et tout, là, ce qui peut faire en sorte que ça va faire en sorte que ça va être plus difficile là, de s'endormir. Donc, le sport et autres activités aussi là, stimulantes, stressantes là, avant d'aller dormir. Ce n'est pas le temps tu sais, d'aller faire une course ou là, qu'il y ait du gros ménage. Là, on va choisir d'autres moments dans notre journée pour faire ça. On va plutôt opter pour des activités relaxantes, là, comme lire, écouter de la musique. Je ne sais pas si c'est mentionné plus tard, là, tu sais, vous avez sûrement déjà entendu que les écrans et le sommeil, là, ça fait pas un bon ménage, là, mais c'est plus en lien avec la lumière bleue. Là. Dans le fond, souvent, les écrans, il va avoir une lumière bleue. Puis la lumière bleue, ce que ça vient faire, c'est que ça vient inhiber la mélatonine. La mélatonine est comme l'hormone naturelle du sommeil. Donc, c'est pour ça que souvent les écrans ne seront pas recommandés avant d'aller dormir, là, même si ça peut être considéré comme une activité relaxante. Là. Puis prendre des bains chauds aussi, là, ça peut aider. Donc, vous avez des petites suggestions là, d'activités que vous pourrez regarder, là, voir ce qui vous interpelle peut-être le plus, puis ça peut être intégré là, avant à votre routine. Puis si vous avez l'habitude de faire des activités qui sont plutôt à éviter, ben ça serait peut-être d'essayer de mettre ces activités-là à un autre moment là, dans la journée, peut-être changer un petit peu vos habitudes. Bon, donc là, une petite phrase là, pour mentionner que l'activité physique pratiquée de façon régulière peut vous procurer de multiples bienfaits, tant au plan de votre santé physique que votre bien-être psychologique, et ça, même si on souffre de douleurs chroniques. C'est sûr que dans les cas où on va souffrir de douleurs chroniques, ben, on va plus essayer d'adapter l'activité, d'intégrer des stratégies
de gestion de douleur, là, on voit ici les bienfaits, là. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on a besoin de vendre beaucoup, là. Je pense que les études, et on a assez entendu parler des bienfaits de l'activité physique. Donc, vous avez des petits effets bénéfiques ici, là. Donc, entre autres, ça va diminuer le stress, améliorer l'humeur, réduire la sensation de fatigue, améliorer la qualité du sommeil, accroît le sentiment de bien-être, augmente la forme physique, endurance, flexibilité, coordination et équilibre. Euh, Comment introduire l'activité physique dans votre vie? Dans le fond, ben c'est sûr de trouver des activités là, qui vont nous plaire puis qui nous permettent en même temps de faire de l'activité physique. Là, ça peut être une bonne façon de le faire. On va débuter avec des activités qui sont simples. Par exemple, la marche peut être quelque chose de simple. Puis des fois, on peut, tu sais, si la marche pour la rendre des fois un peu plus significative, ben, si j'aime écouter de la musique, ben, je peux joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Tentez d'intégrer dans vos gestes quotidiens un mode de vie plus actif. Et donc, par exemple, prendre l'ascenseur au lieu de prendre l'ascenseur, prendre l'escalier. Moi, je vais souvent aussi mentionner là, à mes clients, là, aux gens avec lesquels j'ai des suivis, là, tu sais, par exemple, je vais à l'épicerie, ben, des fois, OK, je peux aller prendre de marche aujourd'hui, mais je vais me stationner un peu plus loin. Fait que ça va faire en sorte que, bon, je vais faire un petit peu plus de pas, je vais bouger un petit peu plus pour me rendre à l'épicerie, là, puis si c'est bien toléré, évidemment. On va éviter les excès, donc une pratique trop intense, ça peut demander plusieurs jours de récupération. Je vous ai mis un petit astuce, là, votre douleur ne devrait pas augmenter de plus de 2 points sur 10. Il devrait revenir à son niveau de base par la suite. Tu sais, dans le fond, au niveau de la douleur, il y a la douleur qui est pendant l'effort. Donc, on peut ressentir une douleur pendant l'effort qui peut nous indiquer que bon, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus difficile, un peu plus demandant, mais souvent la douleur aussi post-effort. Donc, la douleur après l'effort, c'est souvent ça qui va m'indiquer que oh, peut-être que je suis allée un petit peu trop loin puis que j'ai pas tout à fait là, respecté mes limites. Fait qu'il faut faire attention à cette douleur-là puis s'assurer que ça revienne quand même assez rapidement là, au niveau de base, là. Il faut être patient, là. Dans le fond, les bienfaits de l'exercice, ça peut prendre un temps avant de se faire ressentir. Vous avez quelques exemples ici, là, au niveau de l'endurance, renforcement musculaire, puis flexibilité, souplesse. Comme je dis, ça va être accessible, là, la présentation, donc j'ai juste aussi qu'on avance dans le temps. Oui, oui, je vais juste rajouter un petit élément. Tu sais, en fait, on donnera pas de protocole il faut faire tant de répétitions de tel exercice pour avoir plus d'énergie ou pour se sentir plus en forme ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est vraiment propre à chacun, puis c'est vraiment important d'ajuster son entraînement et ses exercices. Donc ici, au niveau des loisirs, ben, l'engagement dans des activités significatives pour la personne semblerait être une manière d'atteindre un équilibre satisfaisant, de développer une image positive de soi, de développer des capacités, de donner du sens à sa vie. Donc, on peut voir là, avec tout ça pourquoi c'est quand même important de consacrer du temps à des loisirs. L'engagement dans des loisirs, ça peut atténuer l'expérience de la douleur. Et le loisir, c'est un déterminant de la santé et du bien-être, en plus de donner un sens à la vie et d'organiser les comportements. Entre autres, ben, un loisir qui vous intéresse, ça peut vous faire oublier la douleur. Fait que ça peut des fois être intéressant de se dresser une liste des activités qui nous font du bien, puis tenter d'en faire une ou plusieurs par jour. Puis c'est sûr que, tu sais, dans le moment où je suis en crise de douleur, puis que j'ai plus de douleur, c'est peut-être pas là où les loisirs que j'ai l'habitude de faire vont me venir le plus facilement. Donc, ça peut être intéressant de se garder une liste proche là, qui nous rappelle, ah, c'est vrai, ça, j'aime ça faire ça, puis de cibler peut-être un loisir aussi qui peut être adapté là, à la douleur du moment ou à l'énergie. Donc, les mots croisés, sudoku, peinture, art. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne, là. Vous avez des exemples de loisirs là, de différents. Puis encore là, ça peut être aussi tu sais, d'alterner tu sais, des loisirs un peu plus physiques avec un peu plus cognitifs. Ça n'a pas nécessairement les mêmes exigences en termes d'énergie, puis peut-être votre corps ne réagit pas nécessairement aussi de la même façon. Ouais.
physiquement, là. L'importance de l'environnement social, donc le soutien apporté par les proches module l'expérience. Bon, ça va faciliter l'acceptation de la maladie, qui est quand même, tu sais, la maladie, des fois, ça vient avec on peut comparer ça à un deuil, donc des fois une perte de capacité et tout, là. Fait que dans les étapes du deuil, souvent l'acceptation étant la dernière étape. Donc, c'est pas toujours évident de se rendre à cette étape-là, mais d'avoir quand même un environnement social et du soutien, ça peut faciliter le tout. Faciliter l'adaptation à votre condition de santé, puis soutien au quotidien au niveau pratique, mais aussi au niveau émotionnel. Fait que c'est comme on parlait tantôt de déléguer, d'avoir un certain soutien des fois plus au niveau de le partage des tâches, la réalisation des activités, mais aussi c'est quand même important au niveau émotionnel là, pour permettre d'être en mesure de se confier aussi puis d'aborder son vécu là, par rapport à cette maladie-là. En fait, on avait d'autres interventions qu'on aurait voulu discuter un petit peu avec vous, mais on voit le temps qui passe, puis on a déjà débordé un petit peu. Donc, on va vous faire en fait, on va faire parvenir l'information à Camilla pour qu'elle puisse vous envoyer la présentation. Mais tu sais, je peux vous les nommer vite, vite, là, la respiration abdominale, des petites informations associées à ça. C'est très pertinent. On a parlé aussi apprendre à respirer avec le ventre pour bien gérer la douleur. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Les modalités thermiques, ça aussi, vous avez sûrement dû en entendre parler, mais tout est indiqué, là, les effets associés à chacun. La méditation pleine consciente. Fanny, elle vous a mis un beau lien, là, mais il y en a plein sur YouTube. Mais elle vous en a mis un exemple, la relaxation musculaire progressive. Elle vous a aussi mis un lien. Vous allez pouvoir aller voir ça. Euh, ou sinon, la visualisation par imagerie guidée. En fait, ça se trouve aussi par Internet. Euh, mais tu sais, en fait, elle vous donne aussi des exemples associés. Et puis, on a les références. Fait que je, je peux clore la présentation d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. C'est sûr que on est en mode survol. Tu sais, vous voyez en l'espace de 1h06, je suis désolée du petit débordement, mais on aurait pu en parler pendant plusieurs heures. Plusieurs sujets auraient pu être discutés pendant plusieurs heures chacun. Fait qu'on a essayé de vous faire quand même un petit résumé. Mais il y a dans les références, si vous voulez plus d'informations, vous allez pouvoir aller voir, avoir accès à plus d'informations. Euh, on a encore quelques Bon. minutes, mais vous avez sûrement déjà des questions. Je ne sais pas si vous avez... Merci beaucoup, Virginie.